session de la journée sur les reconstructions intellectuelles. Alors, comme chaque fois, vous aurez une présentation de 15 minutes, suivie de questions autour de 5-10 minutes. Et on va commencer par Samuel Choniewski, puis ensuite on entendra Hala Kodmani avant de s'arrêter pour la pause café. Alors, Samuel Choniewski va nous parler de l'intelligence collective au service du développement éthique, moral et durable pour appliquer au cas de la Syrie. Samuel est titulaire d'un DEA en histoire de l'art sur John Cage, assez rare, bravo, ingénieur en informatique auprès de grands comptes du secteur des télécoms. Il est aussi docteur en sciences de l'information et de la communication, notamment sur la conception d'un langage symbolique pour l'intelligence collective. Et il explore depuis près de 20 ans la question de l'usage des outils informatiques dans les recherches en sciences humaines. Il est spécialiste des développements socio-sémantiques du web. Il travaille sur la création d'un écosystème d'information dédié à la stimulation de l'interprétation par la modélisation des points de vue et du pouvoir d'agir. Pour ce faire, il développe un serious game utilisant l'analogie du jardin pour offrir à chacun les moyens de cultiver ses connaissances. Il est actuellement maître de conférence au département hypermédia de l'Université Paris 8, chercheur au laboratoire Paragraphe et membre de notre association Illa Soria. Samuel, c'est à vous. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Claude pour tout son professionnalisme, son enthousiasme et pour une grande part, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Donc oui, cet après-midi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence collective de chacun pour arriver à développer une reconstruction de la Syrie qui soit à la fois éthique, morale et durable. Donc tout d'abord, je voudrais juste faire quelques points sur ce que j'entends par cette notion d'éthique. Alors là, vous voyez, il y a une sorte de petit tableau qui vient de s'afficher. C'est un tableau à double entrée. D'un côté, vous avez des genres de connaissances en haut, et puis de l'autre côté, des dimensions d'existence. Et en gros, un positionnement éthique revient à se situer dans une des cases. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez vous comporter soit comme une fourmi, c'est-à-dire que vous réagissez uniquement aux dimensions physiques des choses, c'est-à-dire un peu comme une boule de billard, si quelque chose vous tape, vous réagissez. Vous pouvez aussi vous comporter dans une expérimentation raisonnable, vous faites des expériences, vous testez, vous essayez de créer des rapports entre les choses, ou vous pouvez essayer de développer une dimension intuitive, où là vous allez essayer à la fois de mettre en rapport de la logique avec des choses physiques et matérielles, mais aussi avec votre propre intériorité. Donc c'est vers ce troisième niveau qui me semble intéressant d'essayer de développer des outils plutôt que du côté de la fourmi, même si une fourmi c'est très sympathique. Il me semble qu'en tant qu'être humain, on peut espérer développer autre chose. Alors, tout ça ne veut pas dire que la matière n'est pas indispensable. Au contraire, on ne peut pas la nier. Il y a une nécessité de la matière que j'ai voulu noter ici par cette petite citation de Bachelard qui prend comme exemple le fait de travailler le bois pour créer une santé dans notre esprit et dans nos mains. C'est qu'à travers cette idée d'aller vers l'intuition, il ne faut absolument pas négliger cette dimension matérielle et physique, qui est fondamentale. Alors, la dimension physique est nécessaire et indispensable, mais la notion de l'intériorité aussi. Là, vous avez une représentation d'une façon de concevoir comment un individu va pouvoir catégoriser les informations auxquelles il a accès. Donc, on a cet utilisateur qui a des petites étiquettes, des petites catégories qui sont extérieures à lui et qui va appliquer à des documents. Alors les documents, c'est très vaste, c'est à la fois des documents écrits, visuels, etc., mais ça peut être des bâtiments, ça peut être des végétaux, toute cette dimension physique qui est extérieure à nous. Alors, cette approche-là,
moi je la remets un peu en cause, parce qu'il me semble que, en fait, on retrouve ce même processus entre des catégories et des choses à catégoriser, sauf que les catégories, pour moi, elles font partie de l'intériorité des utilisateurs et des individus. Et c'est cette grande différence qu'il y a entre, justement, c'est peut-être une attitude raisonnable qui va essayer de prendre des logiques, des choses extérieures qu'il va pouvoir manipuler, avec une interprétation, l'idée qu'on va rechercher en nous-mêmes quel est le sens des choses et quelle valeur on peut leur donner. Alors, cette dimension entre physique, rapport, intériorité, on peut appeler ça finalement un échange réflexif. C'est-à-dire que, vous voyez, on a quelque chose de rouge, là, qui est dans l'extérieur, qui va passer à travers une dimension de projet ou d'individualité, qui va essayer de mettre des rapports avec un intérieur dans lequel chacun va avoir sa propre chimie, sa propre alchimie, pour, au résultat, exprimer quelque chose qui va être, une fois exprimé, va aller dans cette dimension extérieure. Donc ces échanges réflexifs entre l'extérieur et l'intérieur, il me semble que c'est le noyau dur, le processus fondamental de toute intelligence collective. Et ce qui m'intéresse dans l'intelligence collective, c'est comment arriver à développer ça, comment mettre en place ces processus pour que quelque chose de l'extérieur puisse être approprié par un individu ou un groupe d'individus et ensuite donner lieu à une expression de toute forme. Alors, cette idée des échanges réflexifs, on peut essayer de l'avoir d'un point de vue économique. Alors là, je vous ai mis une petite animation qui montre par exemple les flux d'investissement de la Banque mondiale. C'est-à-dire que là, on est dans des échanges réflexifs où, vous voyez, il y a des sortes... Alors, bon, la carte apparaît pas très bien, quand même, on peut deviner un petit peu les continents. Ça représente tout simplement les investissements que fait la Banque mondiale un peu partout dans le monde par rapport à des grandes catégories qui sont public administration, santé, water, etc. Vous voyez que là, on est dans une échelle très grande où on peut dire, ah bah oui, effectivement, il y a des échanges qui se font et il y a une économie de l'intelligence collective, des investissements. Donc les gens mettent en place des processus pour développer des actions. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, effectivement, ces données globales là, que je viens de vous représenter, sous forme très visuelle et très attrayante sous la forme d'une carte, qui sont exactement les mêmes que celle-ci. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez là, c'est les données aussi de la Banque mondiale. Et là, c'est sous forme de tableau. Alors, bon, on a fait des cartes quand même, hein, notamment, là, on peut voir dans l'exemple de la Syrie, quel type d'investissements ont été faits, de quelle nature, etc. On peut se poser la question, est-ce que ces investissements qui partent d'une dimension globale peuvent avoir une réelle action locale et laquelle? Donc je laisse le point d'interrogation, on va essayer de se poser la question un peu plus profondément par la suite. Alors, ces informations, il faut les récolter. Là, je vous ai mis un exemple, toujours dans cette idée de comment globalement on va pouvoir gérer ces échanges réflexifs, cette économie des échanges réflexifs. Là, vous avez un tableau qui vient de l'UNESCO et qui a pour ambition de vouloir récolter des informations sur l'éducation. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais même de façon comme ça rapide, vous pouvez voir que pour remplir ce tableau, faut être un expert, il faut être sacrément équipé pour dire, voilà, il y a plein de choses, on ne sait pas du tout ce que c'est, X23, 277, ça renvoie à tout un tas de tables, ça renvoie à tout un tas d'informations très complexes. Et donc, si on veut mettre en place une économie des échanges réflexifs, si on veut créer, développer de l'intelligence collective, est-ce qu'on peut passer par ce type de choses? Est-ce qu'on peut demander à un individu quelconque de dire, voilà, il va falloir que tu me remplisses ce tableau-là, parce que moi j'ai besoin de ce tableau-là pour pouvoir arriver à développer mes actions sur ton territoire. Alors,
Il y a d'autres moyens de pouvoir récolter des informations utiles à ces échanges réflexifs. C'est par exemple là un exemple avec Human Rights Watch qui va récolter des témoignages oraux ou écrits pour défendre une cause. Là, on est beaucoup moins dans une gestion administrative de l'information, mais plus dans l'idée de vouloir témoigner de faits qui se sont passés sur les territoires. Alors, on a aussi maintenant, de plus en plus avec les technologies, des informations, on peut récupérer des informations, ce que j'ai appelé en direct du terrain. Alors ça, c'est juste une référence à un web documentaire qui a été diffusé par RFI en Syrie, les cybersoldats. C'est-à-dire les gens qui vont témoigner et qui vont utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir diffuser des témoignages très précis sur ce qui se passe sur le terrain. Un autre moyen de récolter les informations, alors là, on est plus en direct de l'humain, c'est-à-dire que là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, pour ceux qui connaissent le site où ils peuvent aller voir, où là, on a des témoignages de la souffrance que peuvent exprimer les individus par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez que là, j'ai essayé de faire un glissement un petit peu entre des données très statistiques, celles de la Banque mondiale, avec des tableaux, des références Excel, etc. Après, qui demandent donc des compétences très précises pour pouvoir remplir ces tableaux. Après, des informations sur le terrain. Et là, des informations qui sont liées complètement à l'affectivité des individus. Et toutes ces informations font partie de cette économie des échanges réflexifs. La grande question qui se pose, c'est, une fois qu'on a récolté ces informations, comment est-ce qu'on peut la valider ? Alors là, je vous ai mis une référence à un article qui se pose la question par rapport à un site qui s'appelle Citizen Side, qui est une agence photo d'information dédiée uniquement aux amateurs, enfin aux amateurs ou pseudo-amateurs qui vont récolter les informations. La grande difficulté, et ce que pose la question de cet article de Jérémy Nisset, c'est comment est-ce qu'on peut certifier ce contenu-là ? Quelle valeur on peut lui donner ? Et ça reste une information, je crois que ce matin d'ailleurs la question avait été posée à un intervenant, comment est-ce qu'il peut dire ça scientifiquement ? Quels sont ses faits ? Comment on peut... Surtout que vous voyez que pour poster une photo, il faut juste remplir un petit formulaire, ajouter des fichiers, répondre à des questions. Donc c'est difficile de valider un petit peu cette récolte d'informations. Alors une fois qu'on l'a récoltée, après il faut la diffuser. Et là, dans l'économie des échanges réflexifs, aujourd'hui on a un acteur dominant qui s'appelle Google et qui va vous donner des données, des informations à foison. Vous voyez là sur une requête uniquement sur le mot Syria, on a à peu près 160 000 réponses de données structurées. Donc là, c'est un exemple, hein, on a la liste des résolutions des Nations Unies concernant la Syrie. Il y en a plein d'autres. Vous voyez, je ne sais pas toutes les mettre, je ne peux pas toutes les mettre. Vous voyez qu'on a aujourd'hui une profusion d'informations et il est aujourd'hui très facile de pouvoir les mettre à disposition sur les réseaux. Alors, très facile, mais encore faut-il pouvoir les exploiter. Et ça, c'est le domaine aujourd'hui. Alors, au départ, c'était celui ce qu'on appelle les hackers. C'était le domaine des informaticiens. Mais aujourd'hui, c'est des données qui passent aussi dans le monde de l'art. Là, je vous ai mis une référence à un programme académique autour du scrapping. Alors, le scrapping, c'est le processus d'aller chercher dans les sites des informations structurées pour ensuite en faire quelque chose. Et donc là, typiquement, un site, Rhizome, c'est un site qui diffuse des informations artistiques. Là, se fait le porte-parole d'une formation pour dire on va vous apprendre à exploiter les données du web pour pouvoir mettre en place une politique de données et pour avoir une expression d'activisme. Alors, on a vu comment produire les données, on a vu comment pouvoir les diffuser, on voit qu'on peut apprendre à les récolter, ensuite il faut les représenter.
Alors là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. On en a plein. Celui-ci, c'est une carte de France Info qui montre un peu le nombre de morts en Syrie à travers une infographie qui va essayer de montrer quelque chose qui est sous une forme beaucoup plus accessible que juste des données sous forme de statistiques, de tableaux, etc. Alors, face à tout ça, la question qui se pose, c'est justement comment arriver à établir un discours et comment mettre en place une intelligence collective autour de ces questions de statistiques et de chiffres. Là, je vous ai mis la référence à un ouvrage de Thomas Berns qui a fait une analyse historique de l'utilisation des statistiques et notamment depuis quelques années le rôle des statistiques dans la conduite de politique. Et ce qu'il met en avant, c'est le fait que de plus en plus de politiciens se retranchent de la politique et se cachent derrière des statistiques pour dire non, mais ça c'est des faits, voilà, je vous présente des faits, c'est des chiffres, on ne peut pas aller contre, vous ne pouvez pas être contre parce que c'est des statistiques, c'est des chiffres. Et donc du coup, une de ces analyses principales, c'est de dire que, attention, peut-être que l'humain disparaît derrière le chiffre. C'est-à-dire qu'on va prendre des chiffres pour en faire des faits et on va oublier ce que peut être une action politique. Mais à l'inverse, là je fais référence à la revue Tiers-Monde et à un numéro spécialement consacré à la mesure du développement. Même si on essaye de cacher l'humain derrière le chiffre, l'humain réapparaît dans la subjectivité du chiffre. C'est-à-dire que toujours derrière une statistique, derrière un récolte d'informations, une mise en forme de cette information, il y a des questions fondamentales qui se posent, qui mesurent, pour qui, pourquoi, selon quelle finalité, en fonction de quelle grille d'analyse. Et c'est là où il me semble important vous vous souvenez le tableau du départ, d'essayer le plus possible de mettre en avant cette dimension d'interprétation, cette dimension d'intériorité face aux informations qu'on est capable de transmettre. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit exemple assez rapide dans ce contexte et dans les difficultés qui sont liées justement à cette économie des échanges réflexifs. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un outil d'intelligence collective pour reconstruire la Syrie? Alors tout d'abord, ça passe, à mon sens, par la captation d'une expression locale du besoin. C'est-à-dire que là, on va se situer purement. Donc, là, j'ai pris des photos qui viennent d'un site qui s'appelle Panoramio, qui offre l'avantage d'avoir, vous voyez, il y a une petite carte avec un petit point, on sait d'où est la photo. Donc on a vraiment une vision très locale. Et à partir de cette vision locale, d'essayer d'interpréter par exemple un besoin. Donc là, j'ai créé une petite arborescence qui va me permettre de dire que donc en Syrie, à Alep, dans ce quartier, telle rue, de tel bâtiment, il y a un étage avec un appartement et cet appartement, il a sûrement besoin, vous voyez effectivement sur la photo, mais de changer les fenêtres, de changer les portes, de changer les lits, etc. La première dimension qui me semble importante, et c'est cette dimension nécessairement physique, c'est voilà, de quoi on a besoin, de quoi c'est constitué, il y a besoin de combien de lits, il y a besoin de combien de portes, il y a besoin de combien de fenêtres, combien de sacs de ciment, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comptabiliser. Et cette comptabilité, elle peut venir directement du terrain par des outils assez simples qui permettent de dire, voilà, ici, à cet endroit-là, on a besoin de tant de choses, on a besoin de tant de choses, etc. Et ça peut être construit de façon, sous cette forme d'arborescence, pour pouvoir ensuite dire, voilà, au niveau du quartier, on a besoin de ça, au niveau de Alep, on a besoin de ça, au niveau de la Syrie, on a besoin de ça. Alors, ensuite, une fois qu'on a exprimé ses besoins, il va falloir discerner ce qui est le plus important ou pas. Alors là, on est dans la dimension purement subjective, et cette petite carte, c'est un moyen de pouvoir exprimer cette subjectivité.
C'est-à-dire de dire, si effectivement c'est très utile et c'est très urgent par rapport à un besoin, je vais cliquer tout en haut de mon carré là. Si c'est pas du tout urgent et pas du tout utile, je vais cliquer tout en bas. Et on a comme ça une gamme de qualification du besoin qui est très vaste, qui est très subjectif, mais qui en même temps permet de laisser la liberté aux individus d'exprimer leur intériorité, et en même temps, parce que derrière il y a des machines qui vont comptabiliser ça, de pouvoir faire une part pour dire voilà ce qui est le plus urgent, voilà ce qui est le moins urgent. Ensuite, l'autre dimension qui est importante, c'est les services des individus, des gens qui vont effectivement s'occuper de répondre à ces besoins, de reconstruire un bâtiment. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, les experts, les politiques, les habitants, les maçons, les financeurs, etc. Chacun va pouvoir participer, dans la mesure où il le souhaite, à ce projet de reconstruction. Maintenant, il faut financer tout ça. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger sur le web depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding ou le financement participatif, qui est un moyen vous vous souvenez de la carte de la Banque mondiale. Là, on a une vision très globale, on domine le monde. Là, en revanche, avec le crowdfunding, on peut complètement changer d'échelle, multiplier des projets, faire des tout petits projets et de dire, moi je vais investir dans telle chose, mais en petites choses, mais le fait de rendre ce financement collaboratif va, petit peu par petit peu, réussir à avoir une action importante. Je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, la lecture de cet article d'Internet Actu qui porte justement sur comment est-ce qu'on peut reconstruire les villes à travers ces plateformes. Alors, j'ai associé les 3 diagrammes que vous avez vus pour voir comment un habitant va pouvoir arriver à exprimer son besoin de lit, et c'est un besoin qui est très utile et très urgent. Comment ce besoin-là, des financeurs vont pouvoir y répondre en donnant une somme, 300 €, et comment petit à petit cette économie réflexive va se mettre en place pour un moment, effectivement, cet habitant soit satisfait par le lit qui alors c'est un peu caricatural, mais c'est pour montrer un peu le processus. Voilà, je vous remercie. Merci Samuel. Merci pour cette tentative de formalisation des moyens de procéder à la reconstruction et d'évaluer les besoins. Est-ce que cette intervention appelle des questions dans la salle ? Non, c'est que vous étiez très clair. Non ? Ouais. Bonjour, bonsoir. En fait, c'était très très intéressant, merci beaucoup d'ailleurs. Mais par rapport à l'exemple que vous avez donné, comme quoi il y a des données dans la réalité qu'on peut les mettre ou transmettre tout de suite sur une carte pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire à Damas, à Homs et puis à la Syrie, au niveau de la Syrie. C'est très bien, je trouve ça très très intéressant. Et c'est lié à la démocratie aussi et à la liberté qu'on a tous accès à cet outil. Mais en même temps, chaque liberté elle est liée à une certaine responsabilité. Je ne peux pas être tout à fait libre sans avoir la responsabilité derrière, et qu'il y aura des lois qui contrôlent quand même un petit peu cette liberté pour que ça ne devienne pas quand même une sorte de bordel, si je m'exprime bien. Donc comment, par exemple, on peut contrôler cette liberté d'utiliser cet outil et de récolter ces données-là? Parce que je peux avoir la bonne volonté vraiment de récolter des données qui sont vraiment là, mais en même temps, il peut y avoir d'autres mondes qui n'ont pas cette volonté et qui peuvent quand même donner des fausses données. Donc comment on peut vraiment contrôler toutes ces données-là? Alors, merci. C'est peut-être, je vais peut-être un peu détourner la question, mais c'est peut-être le danger de ces outils-là aussi. C'est-à-dire que c'est des outils qui permettent un contrôle très précis des informations, d'où elles sont émises, par qui, de quelle nature. Donc on peut effectivement tout contrôler. Maintenant,
Au niveau de l'expression de besoin, je pense que c'est pas... moi, je pars du principe que si quelqu'un exprime ce besoin-là, il est d'une certaine manière justifié. Parce que, voilà, il a dit, moi, j'ai ce besoin-là. Après, qu'il y ait des financeurs qui disent, OK, moi, je vais répondre à ton besoin, où est la responsabilité ? Elle est dans celui qui l'a exprimé ou dans celui qui l'a financé ? Donc là, c'est délicat. C'est pour ça que je parle d'éthique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est mon éthique qui va dire qu'effectivement, j'ai besoin de ça, et c'est aussi mon éthique qui va dire, oui, d'accord, je te le finance. Après, au niveau des plateformes de crowdfunding, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a des systèmes qui demandent un retour. C'est-à-dire que si j'investis quelque chose, qu'est-ce que j'ai en retour ? Et puis il y a aussi, il y a une demande de contrôle. Mais il y a aussi des plateformes qui disent, OK, moi j'investis cette somme-là et je ne demande pas de retour. Donc, comme on est dans le domaine de l'informatique et de ces nouvelles technologies, on peut imaginer tout type de contrôle. C'est à partir du moment où on va l'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dire, OK, moi par exemple, je vais faire en sorte que les besoins qui puissent s'exprimer, c'est que sur des portes. Voilà. Moi, je vais faire une application, c'est uniquement pour exprimer mon besoin en porte. Voilà. Et je ne peux rien faire d'autre. Après, je peux dire, ce que je vais contrôler, c'est uniquement la somme. On peut donner que 10 €. Voilà. Il y a les processus et les scénarios de développement de ce type de dispositifs sont complètement ouverts. Il faut juste les définir. Enfin, il faut peut-être intégrer le risque de falsification des besoins. Les gens qui... Oui, mais alors, c'est ma deuxième réponse, c'est que c'est inévitable. Donc il faut l'intégrer. Donc il faut l'intégrer, et à mon sens, la seule manière de pouvoir le gérer, c'est de justement responsabiliser les individus par rapport à leur action. Mais ça, on en revient je pense que, Claude, tu me diras si je ne me trompe pas, au cœur de tous les débats qu'on a ici, qui est la question de la pédagogie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend aux individus à être responsables ? Est-ce que c'est en leur interdisant de faire les choses, ou c'est en essayant de les accompagner dans des potentialités qui leur permettent ça, j'ai pas la réponse, et l'outil ne... Oui, reste à savoir si le moment de la reconstruction est celui où on peut vraiment faire de la pédagogie. Mais ça, je pense que c'est une question de fond qui appellerait sur le moment de la reconstruction, il y a un moyen très très simple, et c'est comme ça que fonctionne Wikipédia par exemple. C'est si sur un quartier, il y a 10 000 portes qui sont demandées, sur un quartier équivalent, il y en a 300, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Et donc, une expression libre permet aussi sa contre-expression. Et ça, c'est le principe démocratique qui est à l'œuvre avec Wikipédia et qui marche relativement bien. Bon, autre question ? Je peux ? Ah oui, bien sûr. Oui. Samuel, tu l'as sous-entendu, bon, je ne veux pas revenir sur la question de la pédagogie, ça on aura encore l'occasion, en synthèse entre autres, sous-entendu, on avait parlé d'une application. Oui. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, je te laisse faire, sur les smartphones, justement, pour évaluer ces besoins ? Ouais, typiquement, ce que je vous ai montré ici, ça c'est une maquette de ce qu'on pourrait trouver sur son téléphone. C'est-à-dire que suivant l'action qu'on veut avoir dans le processus de reconstruction, on peut soit effectivement se mettre au niveau de l'arborescence, c'est-à-dire je vais me balader et puis je vais exprimer mes besoins. Alors là, c'est vraiment une maquette, c'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, on va dire je vais recenser toutes les portes dont on a besoin, tous les sacs de ciment, etc., etc. Et ensuite, je vais aussi pouvoir participer à cette reconstruction, en me proposant en tant qu'acteur, vous voyez, le niveau central, là, au niveau de l'hexagone, dire, moi je suis maçon et je veux bien participer, moi je suis financeur et je veux bien participer, moi je suis un politique et je veux bien participer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui permettent un recensement aujourd'hui des besoins et qui permettent aussi très facilement de pouvoir y répondre par ces principes de financement. C'est-à-dire,
les données, une fois qu'elles sont accessibles, moi je peux me balader sur mon smartphone et puis dire ah oui effectivement cette photo de je sais pas moi, je vais prendre un appartement complètement détruit, il a besoin de 3 portes, ok, moi je veux bien investir sur une porte. Et puis vous voyez j'allais dire c'est aussi simple que ça, peut-être pas aussi simple que ça, mais voilà vers des processus, des dispositifs qu'on peut mettre en place assez simples. Et là, il n'y a aucun problème technique, ni technologique. Voilà, il faut juste prendre un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Je ne sais pas si j'ai répondu. Juste pour préciser que c'est une application sur laquelle tu vas travailler avec des étudiants. Oui. Et qu'on voudrait d'ailleurs, nous on a un plan de recherche là-dessus au laboratoire, on a des financeurs potentiels qui sont sur le coup et proposer donc pour le prochain colloque Ila Soria une vraie application sur le terrain. Voilà. Disons que là je vous ai montré une maquette, c'est une image. La prochaine fois j'aimerais bien montrer effectivement que ça marche sur le smartphone. Voilà. Et après Alors, question. Oui, j'avoue d'abord que je suis très très loin de tout ça. Je découvre un monde qui me touche pas beaucoup. Mais je voulais savoir s'il y a moyen ou même si vous-même vous êtes préoccupé pour savoir à quel point la révolution syrienne est informatisée ou entre parenthèses moderne dans ce sens. Je sais pas, parce que j'ai pas bien compris le rapport avec la révolution et j'aimerais bien, par curiosité, savoir s'il y a moyen de tester ou de juger ou de mesurer. Bah oui, je pense que. Alors moi, c'était pas du tout mon propos était pas sur votre question. Moi, mon propos c'était comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies pour reconstruire une ville. Après une catastrophe humaine ou une catastrophe naturelle. Donc maintenant, est-ce qu'on peut mesurer le niveau de technologisation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de la révolution? Sûrement qu'on peut mettre en place des outils de mesure. Ce qui semble... moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, hein, je ne peux pas vous dire. De ce que je vois, c'est effectivement... en Syrie, il y a une grande utilisation de ces nouvelles technologies. Alors maintenant, est-ce que c'est uniquement en Syrie ou est-ce que c'est de toute façon un phénomène mondial qui est que aujourd'hui c'est très facile d'avoir un outil comme ça et de développer des choses autour de cet outil et donc de l'utiliser? Vous voyez, ça je ne peux pas vous dire si c'est plus en Syrie, moins en Syrie, ou je sais pas. Je sais pas. Pour préparer ce que va dire Hala Kodmani après, moi je dirais que c'est un instrument moderne qui s'est retourné contre Bachar al-Assad qui a voulu l'introduire en Syrie. C'est pareil une réponse à votre question.